3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directrice de la recherche de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes dirigeant associé de Vital Épargne et Stéphane Déo avec nous également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Et alors ces sujets d'inflation, de banque centrale et puis on va en venir au marché action, bien sûr, qui semble pour l'instant assez imperméable à tout ce qui se passe sur les marchés obligataires. Il y a le débat technique monétaire sur la courbe des taux, la hausse des taux, mais qu'il faut un peu relativiser quand on voit le niveau des taux. Parce qu'on peut tout à fait supporter des hausses de taux, sur la partie courte, moyenne ou longue, sans que l'économie réelle soit très impactée. Parce qu'effectivement, quand il y a un taux d'intérêt qui est à 0 ou à moins de 0 ou à un tout petit peu plus que 0, c'est sûr que 10-20 points de base, tout le monde s'alerte. Mais globalement, après, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça finance, ces taux d'intérêt. Il y a beaucoup de liquidités, donc il y a déjà ce débat pour dire, bon, on peut regarder les banquiers centraux, mais moi, ce qui me semble très intéressant à regarder, c'est plutôt, est-ce que la hausse des taux d'intérêt liée à une inflation perturbe le consommateur ? Puisque bon, là on entre dans le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois du Black Friday. C'est un mois, c'est le 4e vendredi de novembre. Nous, on a le 3e avec le Beaujolais. Mais on va voir ce que va donner tous ces chiffres. Parce que moi, et c'est pour ça que les marchés actions sont bons, c'est quand même les résultats des entreprises sont bons. Il y a de la demande. Bah oui. Il n'y a pas assez d'offres pour les raisons qu'on a invoquées. Donc des tensions inflationnistes. Mais l'inflation, c'est dangereux quand ça mange le pouvoir d'achat. Alors c'est ça la question. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est à ce moment-là où l'inflation devient négative pour la demande finale ? Alors, en France, avec tout l'argent qui a été donné, mais on reviendra sur la notion de travail, parce qu'effectivement, moi je suis de l'avis qui a été donné sur les salaires. Ça va être très difficile de revenir sur les hausses de salaire, sachant qu'on a donné de l'argent pendant X mois à des gens qui n'ont pas travaillé. Je pense que ça, c'est un mécanisme qui est en train de s'enclencher et il va y avoir des pressions salariales. Mais avec l'épargne qui a été constituée en France, en Europe, mais même aux États-Unis, on peut tout à fait absorber en tant que consommateur cette hausse. Alors, on va donner un chèque pour le pétrole. Ça commence, oui. L'État lui-même nous dit, vous n'êtes pas capable, 38 millions de Français, vous n'êtes pas capable de supporter 100 € de hausse de prix à la pompe, donc on vous donne le chèque qui va avec. Électoral, hein. Donc, oui. En France. Et puis il y a eu les gilets jaunes la dernière fois, que les prix de l'énergie ont beaucoup bougé. Non, mais sensibles. Je raisonne en termes de rationalité économique. Et donc, en économie réelle, je veux dire, l'inflation, c'est quand ça commence à manger le pouvoir d'achat. Après, ça mange le capital, mais c'est un sujet qui est un petit peu moins prégnant et puis socialement moins dur. Mais pour l'instant, moi, je ne le vois pas, cet impact. Si ça dure pendant des mois, cette inflation, et que les salaires ne suivent pas, mais il y a beaucoup d'épargne. Donc les gens puissent dans leur épargne. Il y a quand même un surstock d'épargne aujourd'hui, qui est d'ailleurs pas employé peut-être autant que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, c'est ça. Et puis qu'on ne peut pas dépenser, entre guillemets, si on veut acheter une voiture, il faut l'attendre. Puis tous les biens de consommation, on a renouvelé tous les ordinateurs, Apple, les chaises, etc. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Après, moi je trouve que le débat, notamment en Europe, on s'est toujours trompé, on a dit on est en stagflation, il n'y a pas assez d'inflation, il n'y a pas de croissance. Là aussi, début du mois, on disait oui, on va être en stagflation. Bon, on a de l'inflation, mais on a de la croissance, donc on n'a pas de stagnation. Alors la croissance, elle faiblit l'année prochaine, elle passe de 6 à 4, mais ça c'est normal, c'est de la dérivée seconde, donc c'est assez logique. Mais on n'est pas non plus dans une situation où il y a zéro croissance, d'où l'exemple japonais que vous citiez. Ça fait 15 ans qu'on dit qu'on est japonais et on ne l'est pas vraiment. Non. Et on a réussi quand même. Et la France, c'est un bon exemple parce que c'est une des zones où la croissance, la reprise est la plus forte. C'est aussi une des zones où on a le plus distribué. Mais ce qui montre que quand on distribue de l'argent, il y a quand même des effets sur la croissance économique. Et donc, on arrive à la créer. Je ne dis pas que le système il est très équilibré, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'endettement. Donc vous dites là, vous dites les 3%, je ne pensais pas qu'on allait sur... Mais les 3% de croissance, vous dites, c'est pas juste les effets stop and go, confinement, réouverture, il y a aussi la politique budgétaire, la stratégie du gouvernement français qui se retrouve dans les 3% de croissance. Payé par le gouvernement non, français, mais vous avez glissé sur ce terrain. Et aussi, il faut quand même reconnaître que les plans européens, pour une fois, ont été quand même
même bien déployés, assez vite, en accord avec la Banque centrale. Donc tout ça, et je pense que la BCE, en fait, elle est très suiveuse. On se le disait avant. Elle regarde ce que fait la Fed, c'est l'économie directrice. La Fed fait beaucoup moins d'erreurs que la BCE, historiquement, entre guillemets. Elle a une meilleure maîtrise de son cycle, en tout cas. Et je trouve que j'ai du mal à être négatif sur tous les éléments qu'on vient de signaler, et ça reflète un peu... vous comprenez, c'est ça, vous comprenez que les marchés actions soient sur ces niveaux-là aujourd'hui, malgré le bruit, les interrogations dont on discute. Il y a un indice de surprise microéconomique qui est bien plus favorable que l'indice de surprise macro. Mais on sait très bien que l'un va... Oui, bien sûr. Après... On en parlait aussi, il y a de la réserve de croissance à cause de les pénuries. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, qu'on va bien devoir acheter. Si quelqu'un veut changer sa voiture, un jour ou l'autre, il va devoir faire cet achat. Donc j'ai du mal à être négatif sur l'environnement. Il va se complexifier. Mais il faut regarder le niveau des taux d'intérêt. Il est quand même à des niveaux où on peut supporter 10, 15, 20, 30. Il ne faut pas d'erreur de communication monétaire. Ça, on le sait. La BCE, on a déjà fait une il y a un petit bout de temps. Mais on n'était pas dans la même problématique. Il y avait des dysfonctionnements de la zone euro, il y avait des tensions politiques. Tous ces sujets-là n'en sont pas, ou n'en sont plus, ou n'en sont pas encore. Mais... je sais pas, on voit les spreads en Europe qui commencent à se retendre un petit peu là depuis quelques jours. Mais ça reste sur à part la nôtre, il n'y a pas d'élection majeure qui montrerait que la zone euro va se redisloquer. Alors les publications micro, les pénuries, vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a des messages des entreprises qui sont quand même encore positifs sur l'avenir. La crainte, c'est quand même qu'on n'ait pas vu encore le plein impact des pénuries là dans les chiffres du troisième trimestre. Oui, c'est possible, parce que pour les analystes, ça reste assez compliqué de modéliser. On peut prendre le Baltic Dry, l'indice de fret qui a été multiplié par 3-4, mais chaque société a son système logistique propre. C'est un peu comme modéliser les variations de change de montant. Quand j'étais analyste, ça restait quand même une gageure parce qu'on n'a jamais les taux de couverture, etc. Donc c'est vrai que c'est la clé, mais que vous regardez les résultats de LVMH, L'Oréal, c'est pas trop le sujet, même s'ils doivent en avoir. Donc il y a, comme il était dit auparavant, des sociétés qui gèrent mieux que d'autres. Et c'est le propre du capitalisme, leur pénurie, leur approvisionnement, qui ont plus anticipé, qui ont peut-être aussi mieux guidé en termes de communication leurs objectifs. Mais là où je reviens sur la situation des taux d'intérêt, c'est vrai qu'un krach obligataire, c'est quand même très spécifique quand on regarde dans l'histoire. C'est une erreur de trajectoire monétaire, c'est un gros déséquilibre structurel d'endettement, ou c'est un risque systémique, c'est le nouveau mot à la mode, mais la zone euro, etc. Donc, ces trois éléments, aujourd'hui, ils ne sont pas réunis, même s'il y a une pression inflationniste. Donc, on peut encore avoir un peu d'agitation sur les taux sans que ça affecte, pour la raison de la prime de risque, le marché action. Oui, parce que moi, je trouve les messages des entreprises, et c'est un peu iconoclaste de le dire, mais ce Covid, il est révélateur, accélérateur. Il y a des secteurs qui ne reviendront jamais comme avant. Il y a des modes de consommation qui ont changé. On le vit tous professionnellement. Le télétravail, Zoom, on ne savait même pas ce que c'était il y a 18 mois. Donc, non, mais, et ça ne va pas non plus disparaître. Donc, c'est un moment du cycle très particulier, et ce n'est pas une crise à comparer à la crise de la zone euro ou à 2008, puisqu'il n'y a pas de déséquilibre structurel. On n'est pas arrivé dans cette crise avec des gros sujets. Il y a des pays qui vont moins bien, mais globalement, l'économie, elle tournait quasiment à plein régime, de manière plus ou moins synchrone. Et donc, c'est une crise très particulière. On a arrêté l'économie, on a fermé la boutique, on la réouvre. Mais à part ça, moi, je ne vois pas de déséquilibre. Je laisse la géopolitique de côté, parce que ça rentre pas dans un cadre d'investisseur, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que c'est très atypique même de se prononcer sur une sortie de crise, parce que ça n'a rien à voir avec les autres. Il y a de la demande, il n'y a pas d'offre, il y a des entreprises, des méga-entreprises qui sont très riches. Il y a beaucoup de liquidités, donc ça, c'est quand même... certes, on va en retirer un peu du côté des banques centrales, mais dans le monde des corporates, il y a beaucoup de liquidités. Chez les individus, il y en a beaucoup aussi. Et en termes de thèmes d'investissement, justement, là, sur une poche action, sur un portefeuille action, qu'est-ce qui... parce que, encore une fois, derrière les indices au plus haut, voilà, on l'a expliqué, il y a beaucoup de dispersion. C'est sûr que 2022, parce qu'on se projette un peu maintenant sur 2022, il va falloir être un peu plus sélectif. Alors, on le dit chaque année, donc c'est pour donner du grain à moudre dans la gestion active, mais...
La banque, par exemple, est un secteur qui est assez immunisé sur les pénuries, qui aime bien l'inflation, qui aime bien la hausse des taux. Bon, alors après, il faut que la transformation bancaire fonctionne. Il ne faut pas que les courbes s'aplatissent trop, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Mais globalement, on le voit bien, c'est des entreprises qui ont très très bien géré la crise, et en plus qui ont été le bras armé des États, alors que historiquement... Donc on peut porter peut-être le secteur bancaire dans ses portefeuilles un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait il y a quelques mois. Un rachat d'actions, les dividendes ont repris. Je dis pas que c'est un secteur hyper sexy, hein, c'est pas Amazon, Apple, mais c'est un secteur qui est très honni depuis de nombreuses années et qui s'est assaini. Donc ces secteurs-là, après la consommation discrétionnaire, elle est, on l'a vu, très puissante, et les entreprises sont très riches, donc elles peuvent opérer des cycles d'investissement, elles peuvent traverser des fins de cycle. Il faut, à mon sens, toujours éviter les dossiers un peu endettés. Bon, il y a des dossiers où il n'y a pas de croissance. Les télécoms, c'est toujours un peu une fourre. Vraiment. On l'a vu sur la publication Orange, confinement, pas confinement, ça marche pas. Le pas. niveau de valorisation n'est pas forcément le seul critère que les investisseurs aujourd'hui prennent. Ah non. Bon, c'est toujours la corde de rappel. Attention, ne me faites pas dire que, vu ma filiation value... non, mais ça devient très secondaire, toujours. Pas forcément très, mais parfois, quand il y a des très bons résultats, il faut admettre qu'avec ces niveaux de taux d'intérêt, certaines valeurs ne peuvent qu'être chères. Elles ne peuvent qu'être chères. Elles voudraient sûrement être moins chères. Enfin, les salariés, les dirigeants qui ont des stocks options voudraient sûrement que l'action soit moins chère pour en acheter. Mais il y a des secteurs, c'est quand même difficile surtout si ça maintient ses marges. Ça, c'est vrai que c'est clé. Parce que la profitabilité, la création de valeur, c'est pas le chiffre d'affaires. C'est ce qui reste à la fin du compte de résultat. L'exemple cette semaine extrême, c'était Tesla qui se paye 70 fois l'EBITDA et Renault, à l'extrême inverse, qui se paye 2 fois l'EBITDA aujourd'hui. Oui, ça doit valoir 100 fois Renault, Tesla, à peu près. Est-ce qu'il faut stratégiquement être sur des logiques de retour à la moyenne là, dans le marché, Stéphane C'est vrai que le marché est encore très momentum. Moi, l'exemple de Tesla le montre. Je veux dire, il y a des valeurs comme ça qui continuent d'être en apesanteur. Est-ce qu'il faut donc du coup jouer le retour à la moyenne des secteurs encore très en retard Non, moi je pense pas. Je pense qu'on a eu une reprise qui a été une fois de plus assez phénoménale depuis mars l'année dernière. On est un peu à la fin de cette logique. Je pense que l'année prochaine va être beaucoup plus compliquée. Pour moi, il y a deux thèmes qui sont intéressants. Le premier thème, c'est si effectivement on a un tassement de la croissance qui est quasiment inévitable, normalement le marché paye plus pour les valeurs de croissance. Parce que quand vous avez peu de croissance, les entreprises qui arrivent à en générer, évidemment, sont recherchées, et donc vous avez une prime, et donc, etc. Donc on retombe, vous avez parlé du luxe, la tech, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est un des thèmes qui va émerger de plus en plus, et qui a très bien marché à certaines périodes par le passé. L'autre histoire, c'est si on est d'accord que les taux vont monter, il faut être short duration, pour le dire dans notre jargon, c'est-à-dire il faut prendre les valeurs qui devraient monter en même temps que les taux d'intérêt. Et donc les bancaires, par exemple, sont un très bon exemple. Alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, je voudrais juste vous offrir un argument de plus. C'est que BNP sur Sogé, non ? Non, mais il y a je rappelle que les banques n'ont pas payé de dividendes depuis 1 an ou 2 ans, qu'elles ont énormément de capital à l'heure actuelle, probablement trop, et que donc le régulateur, à un moment donné, va réouvrir la porte. Et vous pouvez très bien vous retrouver avec une rentabilité du dividende à 3, 4, 5%. C'était le cas il y a quelques mois. Exactement. Et à ce moment-là, il y a quand même pas mal d'investisseurs qui vont regarder le Bund à moins 0,1 et les banques à plus 4 ou 5. Alors évidemment, ce n'est pas le même risque. Mais vous avez quand même une espèce de grand écart qui est absolument monstrueux. Et vous devriez avoir certains investisseurs qui vont revenir sur ces dossiers-là. Donc je pense que c'est un autre élément qui, à un moment donné, peut créer un gros appel d'air vers le haut pour les bancaires. C'est intéressant de parler de ces deux secteurs, enfin luxe, tech et banque, c'est que si on faisait la sacro-sainte séparation, les investisseurs, on fait de la value ou de la croissance. Si on fait que de la value, on raterait cette fin de cycle. On aurait des banques. Et si on faisait que de la croissance, on n'aurait pas les banques. Non.
Donc, on voit bien que les thèmes, en fait, ces grandes mantras... Ouais, les lignes de fracture habituelles sont en train de bouger. En 2022. Oui. Les frontières sont en train de... Il va falloir faire vraiment des choses un peu sur mesure, parce que la situation est quand même assez nouvelle. Ouais. Il y avait un très bon papier académique récemment sur les styles d'investissement. Il montrait que les meilleurs fonds value, c'est ceux qui sont le plus croissance. Parce que quand vous prenez que de la value, deep value, très value, vous vous retrouvez avec des entreprises pourries. Qui sont en difficulté. Voilà. Alors que si vous avez un biais croissance, ça marche très très bien. Et les meilleurs fonds croissance, c'est ceux qui ont un biais value. Parce que si vous achetez que de la croissance sans regarder le prix, ben vous êtes à des niveaux de valorisation qui sont tellement tendus que ça ne marche pas. Par contre, si vous arrivez à trouver de la croissance qui est un petit peu moins chère que la croissance normale, vous surperformez. Ça s'appelait le GARP à une époque. Donc, souvent, la croissance à prix raisonnable, oui, c'est ça. Mais ça, c'est GARP. Moi, je dis c'est le Graal. C'est-à-dire que c'est le truc... Bon. Il y a eu le GARP et il y a eu aussi la CARP. La qualité. Je ne sais pas. Qualité, ah oui, d'accord. La CARP. Qualité à prix raisonnable, c'est ça. Voilà. Mais je crois que ce qu'il faut redire ici, notamment pour les personnes qui nous regardent, c'est value croissance, c'est surtout ne pas oublier la valo, puisque en fait, quand on regarde les taux ou les actions, on parlait de la prime de risque, tout se fait quand même sur la valorisation des flux futurs. Et on ne peut pas juste dire une valeur me plaît, elle est chère, mais il faut quand même toujours regarder ces histoires de valo. Exactement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui avec vous. Jeanne Asraf-Biton, directrice de la recherche de Lyxor Asset Management, Stéphane Déo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management et Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne, étaient nos invités en plateau ce soir.